Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième cours de cette session de 2024-2025 consacrée donc à la photochimie organique de synthèse principalement. Aujourd'hui, donc, vous aurez un cours en premier tourné autour beaucoup de l'activation du groupement carbonyle. Et donc une conférence par le professeur David Aitken, qui est ici, que je présenterai plus en détail tout à l'heure, et qui va nous parler de la synthèse de cyclobutane fonctionnalisée, leur utilisation et cette chimie dans un contexte assez large, allant jusqu'à la biologie. Donc on va voir pas mal de choses différentes. Et globalement, si j'avais choisi initialement cette réaction, cette 2+2 sur laquelle on va revenir dans quelques instants, c'est que c'est probablement la réaction un peu iconique de la photochimie de synthèse, puisque, comme vous le voyez, on arrive à quelque chose de bicyclique en partant de partenaires très très simples, et une fois qu'on est là, on a un dérivé qui a beaucoup de potentialité. Alors en fait, dans ce cours, on va tricher un peu, on va parler des carbonyles, mais d'abord, le cours précédent, on parlait des alcènes. Et si vous conjuguez un alcène à un carbonyle, ça vous donne des énones. Et en fait, on va donc s'attarder un petit peu sur cette photochimie des énones qui sont particulièrement réactives. Donc les énones alpha-bêta insaturés. Donc, comme je dis, on va voir que c'est une vraiment très bonne méthode pour faire des cyclobutanes. C'est également une réaction qui a un très bon régiocontrôle, globalement bon, qu'on peut surtout prédire, ça c'est important. On peut créer 4 centres stérogènes. Et puis une fois qu'on est là, on a la possibilité de nombreuses, on va dire, dérivatisations du fait qu'on a un cycle quand même tendu qui peut s'ouvrir, qu'on a un groupement carbonyle qui est lui-même encore très réactif. Et donc on a de nombreuses applications. Ce n'est pas étonnant que cette réaction a vu beaucoup d'applications en synthèse totale. Il y a de nombreuses revues. Un des spécialistes de cette chimie, ça a été Michael Crimmins, que je vous montrerai tout à l'heure, et qui avait écrit ces Organic Reactions. Vous savez, les Organic Reactions, c'est des gros volumes où on a... En fait, c'était très, très exhaustif à l'époque. Il y avait pratiquement tous les exemples de réactions de 2+2. Donc ça donne une bonne idée de l'étendue, même si ça date de 1993, ça donne déjà une bonne idée, mais il y en a des beaucoup plus récentes. Alors l'idée ici, si on revient un petit peu sur les considérations de la semaine dernière, c'est que donc on va parler donc de ces énones. Chose que je n'ai pas dite, mais la motifénone, il est évidemment très facile à accéder synthétiquement. C'est une réaction de crotonisation, aldol-crotonisation, va vous donner ces composés. Donc globalement, en partant d'une chimie assez classique, on arrive à ça. Et donc si on le soumet à un rayonnement lumineux, on a 2 transitions possibles. Une transition pipi étoile à 220 nanomètres et une à NP étoile à 350 nanomètres. Et ce qui distingue globalement ces transitions, c'est évidemment la longueur de liaison, mais on va le voir un petit peu après aussi, c'est le epsilon, puisque globalement le epsilon dans une NP étoile, du fait qu'on ne conserve pas la symétrie orbitalaire, sera généralement beaucoup plus petit, alors que là, une pi étoile, on reste dans le système pi, et donc le epsilon, lui, sera beaucoup plus grand. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il faut taper à 220, ce qui peut être aussi une source de problème. Donc globalement, on fera cette chimie dans les 300 et quelques nanomètres, 350 nanomètres, et on va promouvoir un état singulé ici, que l'on voit, donc avec promotion d'un électron ici dans cette pi étoile, en partant de l'orbital n. Et d'une façon générale, là, on a un croisement intersystème, donc un ISC, qui est très favorable. Et donc, on va arriver à un état triplé ici, qui va globalement faire toute la chimie de ces dérivés. Donc ça, c'est assez bien balisé et décrit. Donc, d'une façon générale, si on regarde la réactivité de ce genre de système, c'est... On excite. Globalement, on peut voir cet intermédiaire excité comme un diradical, initialement singulé, puis croisement intersystème pour évoluer vers le triplet. Ce triplet va, lui, interagir avec une oléfine. Alors c'est là qu'on va voir qu'il y a plusieurs quand même, théories là-dessus. Celle qui a été proposée initialement, c'est de former un exciplex entre l'alcène et ce triplet.
qui conduit à la formation d'une liaison carbone-carbone, et globalement deux radicaux ici qui vont, pour on va dire, reformer une bande, il doit y avoir une inversion de spin, et donc former ce produit. Donc globalement, vous voyez ici qu'on peut avoir deux régioisomères, donc le tête-à-tête, comme ici, ou le tête-à-queue. Et évidemment, l'électronique du groupement R, ici, va être le facteur qui va diriger cette régiosélectivité. Globalement, ce que vous voyez, c'est que quand on a un donneur, ici, on va favoriser le tête-à-queue. Alors que si on a un accepteur, c'est l'inverse, on va favoriser le tête-à-tête. Et vous voyez quand même les rapports sont assez favorables. Enfin, je veux dire, il y en a un qui est très très majoritaire, même si ce n'est pas exclusif. Comment rationaliser cette régiosélectivité? On va voir qu'il y a eu plusieurs théories successives. Et ce qu'il faut surtout, on va dire, pour vous, peut-être, probablement, c'est d'avoir le message en disant si je mets une cyclohexénone et si j'ai une oléfine, en regardant l'électronique de l'oléfine, quelle régioisomère je peux attendre de façon sûre, quelle que soit, j'ai envie de dire, la théorie derrière. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir prédire les produits de réaction. Alors, juste quelques scopes un petit peu, juste pour montrer un petit peu. Ce n'est pas forcément des applications les plus marquantes, je vais en montrer d'autres après, mais juste pour vous montrer que les partenaires qu'on peut engager dans ces réactions sont très variés. Par exemple, même des molécules gazeuses comme cet halène à basse température peuvent faire la 2+2, et là on a un méthylène exo aussi avec une cétone. En fait, ça c'est une entité fortement réactive. Donc, dans cet article-là de Kakyushi, il prend ce produit-là, il fait un réarrangement acide et donc il arrive à ce produit naturel. On peut aussi engager de l'éthylène, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez fait dans le laboratoire de David. Je voulais aussi montrer ces deux exemples parce que quelqu'un m'a dit mais est-ce qu'on peut faire des 2+2 avec des alcynes? Et donc ma réponse était oui, mais sans exemple précis. Donc en voici une, elle est intramoléculaire, et là on n'est pas du tout dans le cadre d'une cyclohexénone ou d'une énone. Ici on a un système qui se rapproche, même si c'est un anhydride, mais globalement ici on peut faire une 2+2 intramoléculaire pour engendrer ce cyclobutène. En fait, l'étude de cet article-là pour Booker-Melbourne, c'est de faire ces composés avec une extension de cycle. En fait, il fait une transestérification de l'anhydride qui transforme en méthylester. Et ça libère le cyclobutène ici, va faire une ouverture conrotatoire, comme on a vu la semaine dernière, et donc conduire à l'extension du cycle. Mais tout ça, ici, ce qui est important de voir, c'est que globalement, on a une 2+2 qui est relativement efficace. Et donc, vous voyez, même avec un alcyne fonctionnalisé par un alcool, pas de groupe protecteur, une fois de plus, ça aussi c'est important, on n'a pas besoin de groupe protecteur en photochimie. On peut même travailler dans des conditions parfois encore plus vertes. Alors, donc, d'où vient le lexiplex? En fait, probablement le premier qui l'a formulé, c'est Elias James Corey, dont on a parlé 2-3 fois, parce que c'est difficile de parler de chimie organique sans tomber sur les travaux de Corey, qui a eu le prix Nobel en 1990 pour tout seul, pour toute sa contribution à la chimie organique. Comme vous le voyez, il est né en 1928, donc vous voyez qu'il a un âge quand même tout à fait raisonnable, donc la chimie organique conserve, surtout si on a le prix Nobel, globalement. Et ce qui caractérise beaucoup la carrière de Corey, c'est qu'il a vraiment touché à pratiquement tous les domaines de la chimie organique, dont la photochimie. Et donc, sa théorie est la suivante, c'est qu'on part donc de l'état fondamental, on obtient un état excité. Cet état excité, en fait, a une polarisation inverse du ground state, puisque le ground state, ici, comme vous voyez, il est delta moins, delta plus, alors qu'ici, à l'état excité, en fait, on va peupler l'orbital au-dessus et on va inverser les coefficients orbitalaires, et donc on va maintenant avoir delta plus, delta moins ici. Et donc, globalement, si on approche, on forme un exciplex avec l'oléfine, et globalement, si on a un groupement électrodonneur, on va privilégier cette orientation de l'oléfine pour avoir un match aussi entre le delta plus et le delta moins, et le delta plus ici, delta prime plus ici et le delta moins, et donc obtenir ce produit.
Et inversement, si on a une oléfine acceptrice, on va privilégier un match ici et entre ces deux pour obtenir ce produit. Donc, c'est simple, ça marche très bien. Et globalement, c'était assez séduisant. Alors, ça a été démenti par un certain nombre d'études, mais d'une façon générale, je reviendrai là-dessus. Gardez bien en tête cette slide, parce qu'en fait, elle est très utile, parce que ça va nous permettre quand même de prévoir d'une façon générale les réactivités, parce que finalement, c'est globalement comme ça qu'on peut anticiper les régioisomères. Donc ça a été démenti par Schuster et Thurow là, en 88. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article parce que c'est un article de chimie physique organique bien costaud, avec beaucoup de rendements quantiques, en disant que Corey s'est trompé sur le système orbitalaire qu'il a utilisé, qu'il n'a pas regardé les quenchings de fluorescence des systèmes. Bon, donc il démente le lexiplex en tout cas. Et il y a une autre étude qui est assez intéressante et qui par certains côtés, rappelle un petit peu le cours de l'année dernière en chimie radicalaire, c'est qu'il a fait ce genre de réaction en présence d'un donneur d'hydrogène extrêmement rapide, donc qui est ce dihydrure de sélénium. Et donc en prenant la cyclopenthénone ici et ce vinyle éther, le mélange de réactionnels qu'on obtient, c'est ces deux composés bicycliques, ou de façon logique, on obtient donc le tête à queue majoritaire. Et ça, c'est basé, si on peut l'expliquer par la théorie d'Exiplex que je vous ai montré facilement. Mais une chose intéressante, c'est que si maintenant on fait ça donc, en présence de ce donneur d'hydrogène, on obtient un mélange de 4 produits, où globalement on a greffé l'alcène ici sur ce carbone, et en créant une insaturation. Et si vous calculez cette proportion, ça fait 6,7. Et on a aussi un mélange de ces deux cyclopentanones, où on a greffé maintenant, on a fait notre première liaison carbone-carbone ici, et avec aussi le produit insaturé. Et si vous additionnez 3,2 plus 3,5, ça fait aussi 6,7. Donc autrement dit, on a moitié-moitié de produits où on a d'abord une liaison, il semblerait une liaison initiale carbone-carbone ici, et l'autre sur le carbone en alpha du carbonyle. Alors comment expliquer d'abord la formation de ces produits? Donc a priori, donc, on passe par le diradical qui fait une addition radicalaire sur cette oléfine. L'hydrure de sélénium a deux possibilités, donc soit il peut réduire ces radicaux, on obtient ces produits-là. Quand il donne un hydrogène, on forme un radical sélényle, donc centré sur le sélénium, et ce radical sélénium peut lui arracher l'hydrogène qui est ici et créer la double liaison. C'est pour ça qu'on a ces produits insaturés, c'est par arrachement de l'hydrogène ici. Et pareil ici pour expliquer la formation de ces deux produits. Globalement, donc, on a arrachement d'un hydrogène ici par le radical sélényle pour former ça. C'est une des explications, il y en a potentiellement d'autres. Et réduction ici des radicaux. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que ce que ça suggère, c'est que la première étape, finalement, on forme ces liaisons carbone, mais de façon complètement non discriminante, puisqu'on a autant de l'attaque ici que ici, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment cet effet de polarisation qu'on avait invoqué tout à l'heure. Et donc, ce que dit Weedon, celui qui a fait l'étude, c'est qu'en fait, d'ailleurs j'ai mis, donc la régiochimie de la réaction, elle est déterminée par l'étendue, par to the extent, donc par l'étendue dans laquelle les produits, les intermédiaires biradicalaires, soit reviennent vers le starting material, soit se recombinent pour former le produit final. Donc en fait, globalement, une première étape non discriminante, mais après, on a des équilibres, on revient vers le produit de départ ou pas, ou on referme les cycles, et c'est ça qui créerait donc le mélange que l'on voit. Et donc là, il dément en disant que l'orientation qui a été proposée donc, par les réactifs dans un complexe exciplex, dans un exciplex, ne peut plus être est démenti par cette série d'expériences. Cette théorie n'a pas été, elle, démentie.
mais comme je vous invite à le faire tout à l'heure, comme je vous ai dit, moi je vous conseille de garder quand même on va dire ce schéma réactionnel dans le but de prévoir vos régiosélectivités dans une 2+2. Alors on peut le voir aussi par les coefficients orbitalaires, en m'inspirant d'ailleurs du cours de Mathieu Sologub et du livre de Jonathan Clyden, modifié, mais globalement on a un système alcène. Si par exemple on prend le butylène ici, diméthyléthylène, donc les coefficients dans la HOMO, le gros coefficient va être sur l'oléfine, le carbone de l'oléfine terminale ici, et alors que là le gros coefficient sera ici sur ce carbone, et globalement l'HUMO va interagir avec la HOMO de l'éthone, en fait la SOMO dans ce cas-là, parce que ça sera une orbitale, c'est une single occupied orbitale, et donc on a un recouvrement des lobes pour donner donc, là aussi ce régioisomère. Donc c'est une autre façon de le voir, généralement assez peu invoquée d'ailleurs, probablement parce que ce n'est peut-être pas aussi général que ça. Alors, régio, on en a parlé, stéréosélectivité, on va le voir, même si globalement vous avez compris aussi que si on passe par des états triplés, on a donc des diradicaux. Et donc, globalement, on a probablement des réactions qui ne seront pas toujours stéréo-spécifiques. Donc, on peut avoir quand même des mélanges de stéréoisomères assez facilement. Donc, si on part de cette... Alors là, c'est un exemple ici, déjà juste pour montrer que on peut faire de la 2+2 sur des molécules même relativement, on va dire, exotiques, comme ce C60. Le C60, beaucoup de gens aiment avoir des dérivés du C60, parce qu'il y a des propriétés optiques intéressantes de transfert d'énergie, de transfert électronique. Donc globalement, en l'habillant par d'autres molécules, on peut moduler les propriétés, on peut faire aussi des hybrides. Et donc cette 2+2 ici, globalement avec cette cétone alpha-bêta insaturée, enfin même encore plus d'ailleurs, donne deux produits. L'un où c'est cette double liaison qui a réagi minoritairement, mais sous la forme d'un seul diasteréoisomère, ou globalement, ici, ce produit majoritaire. Alors en fait, c'est une réaction qui est assez compliquée parce qu'il y a des équilibres qui sont en jeu. Et donc, si on prend les produits, on peut revenir en arrière et ainsi de suite. Donc, globalement, ça reste, on va dire, d'un aspect synthétique probablement un petit peu discutable. Mais tout ça pour montrer qu'on peut aller assez loin dans l'exemplification de la 2+2. Alors, si maintenant on a un partenaire oléfine avec un biais stérique assez important, comme ce groupement isopropyl, et que vous irradiez ces deux partenaires, vous pouvez avoir les deux régioisomères, parce que par contre, là, au niveau électronique de la double liaison, là, il n'y a pas une différence énorme. Donc, vous allez obtenir les deux régioisomères, comme on le voit ici. Sauf oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Donc on voit bien les deux régioisomères. Je m'attendais à inverser les alcènes, mais c'est les cétones qui ont été inversés. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du stéréocontrôle, vous avez à chaque fois, globalement, un produit où on minimise l'interaction entre le cycle ici et cet isopropyl, puisque globalement, on a quelque chose comme ça. Donc, si je prends le premier isomère qui est dessiné, donc globalement un peu un système en escalier ici, où cet isopropyl est relativement loin du cycle qui est ici. Et donc globalement on a un bon contrôle par ce groupement stéréogène. Et ici c'est la même chose. Globalement on a une bonne stéréosélectivité faciale, où on va minimiser l'interaction entre le cyclohexène ici et ce groupement particulièrement volumineux par rapport au méthyle. Donc on peut avoir ce genre de sélectivité.
Ce qui peut être utile si, par exemple, évidemment, si votre centre ici est contrôlé, ça veut dire que du coup, si vous avez un seul énantiomère ici, ça veut dire que globalement, vous allez avoir un seul énantiomère de votre composé tricyclique ici. Alors, on peut aussi faire de l'intramoléculaire, et c'est probablement là qu'il y a eu beaucoup plus, pas mal d'applications également, avec des applications. On peut avoir la 2+2, on va dire, directe, celle qu'on anticipe, où on fait le cyclobutane comme ça. Mais on peut aussi, et c'est là toute la beauté de la photochimie, faire ce produit où globalement c'est on va dire la double liaison ici qui est rentrée pour se conduire à cet isomère bent, et avec des rendements qui peuvent être dans certains cas tout à fait bons. Donc l'intramoléculaire, on va en voir un certain nombre d'exemples, elle est beaucoup utilisée parce qu'elle permet de conduire à des systèmes polycycliques vraiment de façon très très efficace. Donc voici par exemple justement une application par Crimins, produit de départ relativement simple, globalement un peu de la chimie de crotonisation pour arriver à ce précurseur, et puis donc une 2+2 à 366 nanomètres, un peu comme on a dit. Et cette 2+2 conduit à ce cyclobutane. Donc là, vous voyez, on a un édifice qui est particulièrement tendu quand même. On a 3 cycles à 5, un cycle à 4. Et ce dérivé va pouvoir être fonctionnalisé encore un peu plus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tout ça, c'est complètement stéréocontrôlé. En fait, ce qui contrôle ici aussi, c'est les jonctions de cycles, hein, clairement. Et on peut ouvrir ce cyclobutane en utilisant du TMSI, dans un rendement qui est quand même tout à fait correct. Et donc, on a maintenant ce dérivé primaire iodé, qui peut être déiodé. Alors là, on arrive à une cétone, et la target ici, c'est ce sylphénène, qui est un produit naturel. Donc, il faut introduire de façon sélective la double liaison ici, ce qui n'est pas si évident que ça quand vous regardez bien, parce qu'en fait, on peut évidemment la faire là. Et d'ailleurs, l'option qui a été choisie par Crimins, c'est de passer par un énolate qu'on réduit. Et en fait, ils se sont battus énormément sur les conditions pour faire le bon énolate, parce que si vous prenez simplement LDA en conditions cinétiques, à moins 78 degrés, en fait, vous allez avoir les deux énolates qui peuvent être formés dans un rapport 50-50. Et donc, c'est en se mettant dans des conditions LDA avec du terbutanol, autrement dit des conditions thermodynamiques, qu'on va faire l'énolate thermodynamique, même si, pas complètement évident qu'il soit thermodynamique quand on le regarde comme ça. On piège avec ce chlorophosphine phosphonate. On obtient cet énolate, et lui peut être réduit par du lithium avec de la méthylamine. Donc les rendements là sont très bons. Et ça correspond, c'est une réaction de Shapiro aussi, c'est le même genre de bilan. Sauf ça s'est inspiré des travaux de... je vais oublier son nom, qui était en Suisse à Genève, mais voilà, donc Oppolzer, pour former donc ces doubles liaisons. Voilà, donc voici une première exemple de synthèse. Alors, celle qui est une synthèse, on va dire un petit peu, là aussi emblématique, et puis que j'aime bien donner en cours de M2, et puis surtout qu'elle redevient intéressante parce qu'il y a mon texte a un petit peu bougé, il s'est vraiment rapproché fortement du cubane, mais il y a un intérêt énorme sur tout ce qui est cubane et tous ces composés-là, parce qu'en fait, c'est des bioisostères de noyaux aromatiques, et donc une grande partie maintenant de la pharma, actuellement, introduit ces motifs-là sur des molécules bioactives, et pour voir, donc, toujours échapper du flatland, et donc comment les introduire. Mais bon, la synthèse historique du cubane a été faite par Eaton dans ce JAX, par la séquence suivante. Il a fait quelques améliorations de la synthèse. Alors le cubane, à ma grande surprise d'ailleurs, est un solide. Donc il y a même une structure cristalline que je n'ai pas été voir. Mais alors, donc, de quoi part-on? En fait, on part d'abord de la dimérisation de cette cétone. On fait une disaldaire de cette diène-on.
Et ensuite, on protège un décarbonyle par un acétal, très bien. On fait une 2+2 intramoléculaire, donc globalement N et non. Vous voyez qu'on arrive à une molécule qui est quand même déjà particulièrement complexe. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le rendement, 95%. Et puis ensuite, on fait un rangement qui nous permet d'extruder, alors déjà d'enlever ce brome, mais surtout de construire le cyclobutane ici. Donc autrement dit, on va former une liaison carbone-carbone ici. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de déprotoner ici, et ça élimine le brome. Et ce qui vous fait un intermédiaire cyclopropanone, et en milieu KOH, en fait, on fait l'acide carboxylique, et donc c'est ce qu'on appelle un rangement de Favorsky. Donc, vous pouvez regarder, une vieille réaction, mais qui est quand même très puissante. Donc la page Wikipédia est très belle. Bon, alors Favorsky, Y ou I, selon les... Enfin bon, dans les deux cas, vous retomberez sur le bon. Des conditions hyper simples en plus. Donc, une fois qu'on a cet acide, on va vouloir décarboxyler. Et donc, initialement, transformation en acide chlorure. Puis, on fait un perester. Donc, globalement, on fait un composé avec une liaison CO-CO, ici. Pardon, oxygène-oxygène. Et on chauffe ce composé dans le cumène. Le cumène, c'est l'isopropylbenzène. Donc c'est un solvant qui permet évidemment de chauffer beaucoup, mais qui a aussi la propriété d'être donneur d'hydrogène par cet hydrogène ici, qui est relativement activé parce qu'il est benzylique. Et dans ces conditions-là thermiques, en fait, on clive la liaison oxygène-oxygène qui est ici, et on forme un radical CO au point. Donc, on a notre intermédiaire cubane, globalement, peu importe, je l'écris comme ça. Enfin, même si c'est le dernier, c'est pas grave. Donc ça, en fait, ça va décarboxyler assez rapidement pour donner un radical ici au pied du cyclobutane. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez bien, alors en fait c'est celle-là dont je vous parle, mais ici c'est le même principe, hein, parce que ici on fait aussi on clive ce perester pour obtenir ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on a vu, c'est que ce radical, théoriquement, il est en alpha d'un cyclobutane, il pourrait s'ouvrir et fragmenter, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas alors qu'on est quand même à 150 degrés. Alors bon, évidemment, certes, le rendement est de 30%, donc on ne sait pas quels sont les produits secondaires, et certainement, il y en a un certain nombre. Mais il y a un mauvais d'abord, l'alignement des orbitales n'y est pas favorable, et bon, le disopropylbenzène doit quand même être un donneur d'hydrogène suffisant pour aussi, pour le moment, calmer cette ouverture, qui d'ailleurs n'est pas la plus rapide, hein, c'est beaucoup moins rapide que l'ouverture d'un radical alpha-cyclopropane. Donc, une fois qu'on a ça, on fait la même chose. En fait, on déprotège l'acétal, on refait un Favorsky, et donc cette décarboxylation pour obtenir ce cubane. Et quand on fait la Barton décarboxylation, donc c'est une version, on va dire, plus récente par Eaton, c'est que globalement, au lieu de passer par ces paires esters, il est passé par des éthers thiohydroxamiques, donc globalement des dérivés comme ça. Donc, les esters de Barton. Et ça, en fait, dès qu'on chauffe ou qu'on irradie, on clive la liaison au N, et ça décarboxyle aussi. Donc ça améliore les rendements, et ça a permis d'avoir des conditions un petit peu plus
douce, parce que ça, en fait, c'est presque trop facilement clivable. C'est tellement activé que là, on va avoir cette liaison ici oxygène-azote qui va rompre assez facilement. Alors, donc, Cremins, j'en ai parlé, donc le voilà. Il est professeur émérite à l'University of North Carolina à Chapel Hill. Je n'ai pas mis sa date de naissance, mais elle est également honorable. Donc, donc lui, il a fait beaucoup de synthèse de produits naturels. Et peut-être que celle qui est la plus remarquable, c'est celle des ginkgolides. Publiée dans un full paper dans les années 2000. Sauf que c'est un travail qui a mis plus d'une dizaine d'années. Ce qui est impressionnant aussi, j'aurais pu mettre la liste des auteurs, il n'y avait pas énormément d'auteurs, il y avait peut-être 2 ou 3 thésards sur le papier. Quand vous voyez la complexité de la molécule, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles, c'est aussi pratiquement, a priori, en tout cas je n'ai pas trouvé d'autres exemples, et je ne vais pas non plus chercher, mais c'est la seule famille de produits qui a un groupement terre-butyl sur le squelette. Les produits naturels avec un groupement terre-butyl sont extrêmement rares, à part ces ginkgolides. Alors, ils sont extraits du ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, très bel arbre, surtout à l'automne, qui est magnifique, doré. Il y en a des très beaux au parc Montsouris, par exemple, mais aussi ailleurs. Et globalement, c'est le principe. Alors, les ginkgolides, il y en a plusieurs. Un certain nombre se retrouvent dans des médicaments comme le gincorphor. Donc là, c'est des vénotoniques, ou Tanacan, c'est pour protéger, c'est des neuroprotecteurs. Enfin, la palette d'activité biologique, elle est assez importante. Une des étapes clés de la synthèse, sur laquelle je ne vais pas revenir parce que le nombre d'étapes est conséquent, 25, c'est cette 2+2 intramoléculaire, 100% de rendement. C'est vrai que telle qu'elle est écrite, on a l'impression que ça se fait tout seul. Mais donc qui va construire ce composé tétracyclique qui est déjà un précurseur relativement avancé, même s'il y a encore pas mal de fonctionnalisation derrière. Donc, une belle illustration de la puissance synthétique de la 2+2. Et globalement, oui, je voulais juste... J'étais un peu curieux sur cette biosynthèse des ginkgolides. Et donc Wikipédia renvoie à un certain nombre de choses, mais il y a aussi un article qu'on peut trouver grâce à Wikipédia. D'ailleurs, je n'ai pas mis la ref. Mais bon, globalement, là où le groupement terre-butyl est introduit, c'est qu'on va avoir un rangement 1,2 au niveau ici. Donc, tout ça, c'est sous contrôle d'enzymes. Et en fait, en faisant ce rarrangement ce shift alkyle, cette transposition de groupement alkyle 1,2, ça induit une contrainte qui fait qu'en fait on a une rupture de cette liaison carbone-carbone et on a introduit ici donc le groupement terre-butyl ici sur le squelette. Donc c'est assez exceptionnel, mais sinon le reste de la biosynthèse est assez classique en partant du géranyle, pyrophosphate et ainsi de suite. Alors, une autre famille de produits, on a beaucoup de cyclobutane, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on l'avait vu sous l'aspect des dérivés hautement énergétiques, puisque là, il y a une tension de cycle d'environ 120 kcal. Mais il y a aussi un produit naturel, et d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est donc l'acide pentacyclohanamoxique, qui est en fait la membrane dans un compartiment qui s'appelle l'anamoxosome, qui se retrouve dans un certain nombre de cellules, de bactéries, des bactéries dites anamox. Et ces bactéries sont globalement beaucoup dans les fonds marins et contribuent au cycle de l'azote, parce qu'en fait, le cycle ici, c'est que on libère du diazote en prenant, donc l'uptake ici se fait à partir du nitrite et de l'ammonium. Et donc, on a une suite à la fois de réduction du nitrite et d'oxydation de l'ammonium pour conduire à ce N2. Et dans ce cycle enzymatique, un certain nombre de produits sont formés, comme cette hydroxyamine et l'hydrazine, qui sont très très toxiques. Et donc, la cellule, pour se protéger où a lieu ce cycle, a créé ces membranes très très denses pour éviter justement l'échappement de ces produits chimiques, de ces aduits, enfin de ces produits qui sont toxiques.
Donc, c'est quelque chose qui a été découvert fin des années 90, années 2000, principalement par un institut en Hollande. Et il y a eu quelques groupes qui ont osé s'intéresser à la synthèse totale de ce produit. Donc, Corée, qui a fait 2 JAKs. Voici donc la séquence qu'il propose. Je vous en montrerai un autre. Parce que globalement, introduire ces cyclobutanes, évidemment, on a vu que la photochimie s'y prêtait particulièrement bien. Alors, donc, une 2+2 ici, avec le cyclobutène. Après, on va introduire un diazo ici, en fait, qui va nous permettre, une fois de plus, il y a une autre réactivité photochimique que je traiterai un petit peu dans le prochain cours. En fait, ça va nous permettre d'engendrer un carbène ici et de faire un arrangement de Hardy-Enstert, donc une contraction ici. Et puis, globalement, là, justement, on va faire une décarboxylation de Barton. Comme on va faire un ester de Barton ici. Mais par contre, le radical ne va pas être hydrogéné dans ce cas-là. Vous voyez, il y a du BrClCl3, donc en fait, il va être bromé. Donc on va former un intermédiaire ici bromé, qui va être ensuite une élimination E2, permet d'introduire ce cyclobutène, qui est lui-même engagé dans une nouvelle 2+2 photochimique. Donc vous voyez, on y va. Et celle-là, ça a une sélectivité faciale grâce. Là, en fait, on engage un composé énantiopure, et donc du coup, on va avoir un seul énantiomère de ce composé polycyclique. Bon, je ne vais pas aller forcément sur toutes les étapes, mais globalement, on arrive à ce composé polycyclique, on refait une contraction de cycle comme ici, et puis on a un aldéhyde, en fait, on fait une réaction de Wittig, globalement, Horner-Würzburg-Selmans, qui permet d'introduire la chaîne latérale. Et donc, cet acide pentacycloanoamoxique a pu être obtenu de façon correcte, mais surtout sous la forme d'un seul énantiomère. Alors, ce qui est important, c'est qu'à l'époque où Corée a fait cette synthèse totale, les configurations absolues de ces produits naturels étaient absolument inconnues. D'ailleurs, on ne savait même pas s'ils étaient présents sous la forme d'un racémique ou d'un seul énantiomère. Donc, c'était juste, on fait un énantiomère en se disant ça servira bien un jour. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, évidemment, ces synthèses totales sont très très loin là, du coup, de la biosynthèse de ce produit naturel, parce que vu, on va dire que vu ces bactéries, la probabilité que ça soit photochimique, la voie de biosynthèse, c'est très très faible. C'est certainement une autre voie, parce qu'il n'y a pas de lumière là probablement où vivent ces bactéries. Et donc un autre article plus récent, mais alors là beaucoup plus loin dans la synthèse, et aussi on va dire l'analyse même biophysique. Donc c'est cet article par Burns, qui est vraiment magnifique. Là non plus, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais elle s'appuie évidemment très fortement aussi sur la photochimie et la 2+2 pour construire les cyclobutanes. Et en partant donc ici de ce composé, on va former déjà ce type de bicycle ici. En fait, on fait pratiquement l'équivalent de la Favorsky, mais on crée juste cette liaison, et en chauffant, ça extrude le SO. Donc c'est connu avec les sulfones, c'était moins connu avec les sulfoxydes. Je reviendrai sur cette 2+2 ici en présence de sel de cuivre, parce que c'est une réaction qui est très pratique. Je ne l'ai pas encore abordé, mais ça sera dans le cours sur la photocatalyse. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'une fois qu'on a ce composé, c'est comment introduire la double liaison ici. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une CH-activation sur un des cyclobutanes de façon totalement régiosélective, en utilisant les procédures de Groves avec les complexes de porphyrine, manganèse. Et puis, donc, on introduit un Cl, et puis une élimination. Et maintenant, il faut passer. Là, on est encore en racémique. Et comment introduire, avoir un seul énantiomère? En fait, il va y avoir une désymétrisation en faisant une hydroboration asymétrique qui permet d'introduire ce groupement bépine. Et donc, une fois qu'on a là, on n'a qu'un seul énantiomère. Et l'étape qui est assez intéressante, c'est la suivante. C'est ce qu'on appelle
une oléfination de Zweifel. Donc le principe de cette oléfination, c'est on a un composé donc bépine et ici on va introduire donc un vinyle lithium. Pardon. Hop. Donc on va obtenir le complexe HAT. Et en fait, donc on est là, donc peut-être que je devrais... je vais mettre R' ici, histoire de distinguer. Et ensuite, ils mettent du NBS qui va en fait permettre de former le bromonium ici. Et ce qui va se passer, c'est que globalement, on va avoir une migration maintenant du groupement R ici. Pour obtenir c'est d'écrire sauf que j'ai perdu ma double liaison. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, ici, j'ai perdu mon vinyle. Ici, il y a une double liaison. Non, attendez, ouais. J'ai plus de double liaison. Hop. Je vais prendre des trop de talons. Donc c'est bon. Hop. Et donc ensuite, on a le méthylate qui vient attaquer le boronate. Et on a ça qui se rabat. Et donc on crée la double liaison. Donc ça, c'est le seul problème de cette oléfination, c'est que globalement, elle n'est généralement pas très stéréosélective. Mais par contre, c'est assez intéressant parce que justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut introduire assez facilement des groupements boronates. Et donc là, on a un mélange, mais peu importe, puisqu'en fait, on le réduit. Donc ça nous fait le premier acide carboxylique. La deuxième partie va être synthétisée, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais par des chimies qui sont assez proches. Et donc on a maintenant cet alcool, 600 mg, 600 mg, et en fait il va coupler, il va faire le couplage de toutes les entités en partant de ce triol avec deux alcools protégés. Donc avant, ça c'est un échantillon qui vient de la biomasse. Et ça, c'est l'échantillon qui a été synthétisé précédemment. Donc c'est lui.
et il va comparer en fait les deux configurations absolues. Donc on sait a priori qu'on a le même genre d'alpha D, donc on est sur la bonne série. Et donc ensuite, il fait ce couplage successif. Alors d'abord, il déprotonne ici, et il met 25. 25, en fait, c'est sous la forme il doit être en fait sous la forme d'un mésylate, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, avec HCl, il déprotège le groupement trityl, donc ça libère un alcool. Et cet alcool fait un couplage avec l'acide carboxylique qu'on a vu tout à l'heure, donc lui. Voilà. Et ensuite, il reste le troisième hydroxy qui déprotège avec du DDQ. Et cet hydroxy, en fait, substitue le chlore ici. Et en fait, dernière étape, on met de la triméthylamine qui va ouvrir ce cycle ici pour former donc ce phospholipide avec un deutérionique, avec un ammonium. Et donc ça, c'est une des membranes, c'est un des phospholipides naturels. Et donc ils se sont amusés à regarder comment ces lipides s'organisaient. Et notamment, ils ont montré qu'on pouvait avoir des vésicules particulièrement importantes assez facilement. L'auto-organisation de ces molécules est très facile. Voilà, donc on va rester sur une 2+2, mais un petit peu particulière, avec un système Hénone lui aussi particulier, puisque globalement, le système Hénone ici, c'est un dicarbonyle qui est présent sous la forme énol, et donc c'est ce qu'on appelle une réaction de deux maillots, où donc globalement, cette double liaison ici est assurée par l'énol. Et le principe de cette réaction, c'est qu'on fait une 2+2. On obtient ce composé ici, qui en fait fragmente très facilement pour donner des dicétones 1,5. Donc des maillots, un chimiste britannique, mais émigré au Canada. Et c'est une réaction qui est actuellement assez... il y a pas mal de développement sur cette chimie, parce qu'en fait, elle est relativement puissante. Et elle autorise pas mal de fonctionnalisation. Donc, le mécanisme ici, donc on irradie ce système énol. Il fait une 2+2 avec un alcène régiosélective. Et on forme donc un intermédiaire ici, cyclobutanol avec ce dérivé acyle qui se rouvre en rétroaldol pour former donc pour former ces dicétones 1,5. Voici un exemple ici, on a cette 2+2 ici dans un système non pas acyclique mais cyclique, mais ça marche aussi. Sauf que là, la régiosélectivité, comme vous voyez, n'est pas bonne. Mais néanmoins, celui-là peut être transformé dans le produit naturel ici, hirsutène. Et puis en voici une autre qui est intramoléculaire, où on a cette dicétone ici qui peut s'additionner sur cette N-amine pour former ce genre de dérivé. Et là, donc, on arrive sur des familles de produits qui sont assez intéressantes, des alcaloïdes assez classiques et qui ont pas mal d'activité biologique, et on y arrive vraiment assez facilement. Alors, les développements de la DMAIO, ça a été aussi, en fait, on l'a vu au cours dernier, c'est de faire du transfert d'énergie, et comment promouvoir ces réactions de 2+2 par transfert d'énergie, parce que ça permet de travailler dans ce cas-là avec un photocatalyseur dans des conditions beaucoup plus douces. Comme il y avait l'intérêt pour cette chimie, ça a été développé initialement par Marceau et Koenig, avec cette dicétone ici et le styrène. Donc là, le produit est évidemment, il n'y avait pas de problème de régiochimie, mais globalement, on peut aussi avoir de la régiochimie, mais bon, dans ce cas-là, on se met dans des conditions où l'état triplé du photocatalyseur est supérieur à celui aux états triplés des deux partenaires, soit l'oléfine ou soit l'acétone, la dicétone. Glorius a publié un petit peu après la même chose, avec des cétones activés ici et différents alcènes, en utilisant ce thyridium comme photocatalyseur. D'ailleurs, voici un exemple avec l'éthylène ici comme partenaire
de la photochimie. Donc dans ce cas-là, le dérivé qu'il avait utilisé, ici, c'était un cétoester, donc le carbonyl ici et l'ester ici, qu'on retrouve ici, et avec insertion donc, de l'éthylène. Tout ça dans des conditions particulièrement douces. Donc vous voyez, c'est une chimie qui est assez intéressante. Et surtout, si on rétrosynthétiquement, comment envisager ça? C'est pas si évident que ça, finalement. Puis là, un article qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en utilisant ces sels de zirconium, zirconium 4, on n'avait pas besoin de photocatalyseur. En irradiant avec une LED bleue, on obtient les réactions de Maillot, parce qu'en fait, l'intermédiaire lénolate de zirconium a lui-même des propriétés, peut être photoactivé, et donc promouvoir la réaction. Donc c'est assez rare, ce genre de publication, et peut-être que finalement c'est quelque chose qui devrait être aussi regardé d'un peu plus près. Est-ce qu'on peut faire des photocatalyseurs à base de zirconium par exemple, ou des choses comme ça, puisque là il y a quand même des ressources assez abondantes, en tout cas probablement plus que d'iridium. Alors, un autre système qui était assez intéressant, c'était celui donc, de Marceau et Allemand, où là, ils ont vraiment modifié les partenaires en prenant ces aza-arènes et en mettant des groupements électroattracteurs et une oléfine. Et là, donc, on peut faire, une fois de plus, c'est le même mécanisme, à 2+2, plus extension. Et donc, on obtient ces réactions qui peuvent être utilisées pour fonctionnaliser des hétérocycles. Donc une fois de plus, là, le meilleur photocatalyseur, c'est l'iridium. La réaction peut être régiosélective, il y a pas mal d'exemples. Je ne vous ai pas montré beaucoup les exemples. Ce qui m'intéressait plus, c'était finalement l'étude mécanistique, qui est assez intéressante parce que il peut y avoir deux états triplés qui sont mobilisés, soit celui de l'oléfine, soit celui de l'énamine, sachant que les états triplés ont été modélisés, donc ici 48 kcal par mol, ici 54. Et ce qu'on voit ici, c'est les courbes de quenching avec deux photocatalyseurs différents, soit c'était iridium PP, soit celui-ci. Et en prenant celui qui a la plus basse énergie, il n'y a qu'un seul partenaire qui répond très bien, qui quench très fortement, c'est l'énamine. En prenant un photocatalyseur, on va dire qui tape un peu plus, les deux quench. Le styrène quench plus fort, mais globalement, au vu de cette étude et d'autres modélisations et ainsi de suite, il privilégie le passage par l'état triplé en fait, de l'énamine. Alors, donc, si on va sur la cétone elle-même, parce que bon, donc on avait dit alcène, énone, maintenant on enlève la double liaison, donc on arrive sur le groupement carbonyl, on va dire nu. Et donc, ici, la transition qui est possible, c'est une transition N-pi étoile. Désolé. Et globalement, on va avoir une réactivité qui s'apparente toujours à un diradical comme ça, sauf que là, le passage à l'état triplé n'est pas toujours automatique. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de réactivité des cétones, soit à l'état singulé, soit à l'état triplé. Et donc, le epsilon, j'en ai déjà parlé, c'est en fait, on a cette N-pi étoile, donc on change de système orbitalaire, c'est pas favorable, ainsi de suite. Bon, ça, on l'a déjà dit. Donc, qu'est-ce qui va décider qu'on reste à l'état singulé ou à l'état triplé? Ça va être beaucoup la substitution de la cétone. Typiquement, dès qu'on va avoir des noyaux aromatiques, on va être à l'état triplé facilement. Parce que, comme vous le savez, généralement, pour favoriser la règle de El-Sayed, là, au contraire, c'est l'inverse. Il faut faire un changement de système orbitalaire. Et donc, idéalement, le N-pi étoile, il faut le transformer en pi-pi étoile. Et c'est pour ça que quand on revient sur un système N-pi étoile, ici par exemple, le croisement intersystème va être particulièrement lent, et c'est le cas avec des groupements alkyles. Donc globalement, la photochimie des cétones photoexcités sera à l'état singulé si c'est des groupements alkyles. Par contre, dès qu'on est en groupement aryl, on a le passage possible vers une pi-pi étoile d'un T2 dont l'énergie est proche. Et une fois qu'on est à ce T2, on a la désexcitation classique par conversion interne, dégagement de chaleur, et ainsi de suite.
et on arrive donc à l'état triplé très facilement, et là c'est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est important. Donc les réactions ici sont variées au niveau des cétones. On va avoir des 2+2, donc la réaction de Paterno-Bucci, des réactions de clivage, donc les réactions de Norrish, 1 ou 2, des réarrangements, et ainsi de suite. Alors la réaction de Paterno-Bucci, donc ils sont deux évidemment, Paterno, bien avant Bucci. Paterno était intéressant, donc c'était un Italien, même un Sicilien qui a fait une bonne partie de sa carrière à Palerme, il a même été maire de Palerme. Il a été nommé professeur à Rome pendant quelques années, dans les années 30 à Rome, mais il n'aimait pas l'ambiance, on va dire, fasciste à Rome à l'époque, donc il est retourné en Sicile. Et c'est donc le premier qui a, dans ce Gazzetta Chimica Italica, là, qui a montré cette réaction qui permet de construire ces cycles 4 oxygénés qui sont donc des oxétanes. Et Bucci, lui, a confirmé un certain nombre de ces réactivités, il les a rationalisées, et donc lui était professeur, c'est un Suisse professeur au MIT. Donc, bon, voilà un mécanisme potentiel, écrit, on va dire qu'elle mérite d'être simple et facile à retenir, probablement pas tout à fait exact. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est important, ces histoires de singulés ou triplés pour les cétones, c'est que ça va conditionner un certain nombre de choses, et notamment les stéréospécificités des réactions. Donc, quand vous partez d'une dialkylcétone ou des alkylaldéhydes comme ça, et que vous mettez par exemple ce Z-butène ou ce E-butène, vous allez former des oxétanes qui vont être des diastéréoisomères. Et donc, dans le premier cas, vous voyez que vous avez respecté la stéréochimie de cette double liaison. Vous formez le composé 6. Ici, vous formez le composé 7 trans. Mais globalement, c'est complètement stéréospécifique. Et donc, c'est vraiment la réactivité singulée, c'est-à-dire que vraiment, c'est une réaction concertée. Okay, donc, ça, c'est important. Alors que si vous êtes avec une diarylcétone, ou même souvent même une monoaryl, ça suffit, vous allez obtenir le même mélange d'oxétane 6-trans, parce qu'en fait, vous passez par un intermédiaire biradicalaire, comme on l'a écrit ici, et donc vous avez des rotations, et tout ça, ça s'isomérise, et donc globalement, vous ne respectez pas la stéréochimie des doubles liaisons. La régio-sélectivité, là aussi, pas vu vraiment de choses si évidentes que ça, mais on peut se dire que si on passe par un état excité qui ressemblerait à ce diradical, on peut vraiment le concevoir pratiquement un peu comme la théorie de l'exiplex de Corée, où on a les effets polaires qui jouent, et où ce haut point très électrophile va préférer s'additionner ici sur cette oléfine enrichi de cette façon, pour donner ce régio-isomère. Et là, au contraire, son anoléfine appauvrie, c'est cette interaction ici qui va être prépondérante pour former donc, cette liaison carbone-carbone. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit ici avec l'acrylonitrile. On passe par cette approche ici en bleu, alors qu'ici, on a une double qui est relativement nucléophile. Et donc, on va privilégier plutôt cette attaque sur ce carbone et donc former ces oxétanes avec cette régiosélectivité. Donc là aussi, il y a eu des revues, notamment par Norbert Hoffmann, qui sont assez intéressantes. Donc, récemment, l'intérêt a été plus d'aller vers le ASA Paterno-Bucci pour faire des azétidines, qui sont des molécules assez intéressantes d'un point de vue pharmacologique, et sur lesquelles finalement les approches synthétiques n'étaient pas toujours si simples. Donc, bon, évidemment, on peut avoir une substitution de ce type-là, intramoléculaire, pour former un azétidine. On peut aussi réduire un bêta-lactame. Comme vous le savez, il y a un gros développement sur tous ces composés, là, des bicyclobutanes et ainsi de suite. Donc là, on a cette liaison centrale ici qui est très réactive, donc il est assez facile de la rompre pour ouvrir et donc introduire un substituant sur le bord, sur l'azote ici, et cliver cette liaison azote-carbone. Et ici, l'idée, c'est de faire une cycloaddition 2+2 entre une oléfine et donc une imine, et plus particulièrement d'ailleurs un oxyme. Donc c'était quelque chose qui était un petit peu connu, mais il y avait un certain nombre de problèmes.
c'est que d'une façon générale, quand on excite des dérivés d'imine, ils ont tendance à s'isomériser très vite, donc on perd la stéréochimie, la double liaison. Donc l'autre idée, c'était de le faire en intramoléculaire et de photosensibiliser soit un alcène ou avoir un oxyme dans un cycle pour avoir des choses un petit peu plus contrôlées. Et donc ça a été fait. Et l'objet de ce travail ici par Schindler, en fait, c'est de s'attaquer à l'ASA Paterno-Bucci, mais avec des systèmes complètement acycliques, et donc en utilisant des oxymes acycliques et des systèmes, quand même des alcènes activés, des motifs type styryle, et donc de jouer sur cette interaction ici orbitalaire dans l'état de transition pour conduire de façon régiosélective à ces azétidines. Et donc là, le mécanisme proposé, c'est de photoactiver l'alcène et d'arriver à son état triplé qui interagit avec la LUMO de l'oxyme. Donc c'est une réaction qui était assez qui manquait. Donc dans ce Science, ici, je n'ai pas mis tout le scope parce que bon, il y aurait besoin de plusieurs slides, même si les rendements ne sont pas toujours extraordinaires. Je vous ai montré un autre exemple en intramoléculaire quand même, qui avait été développé, qui a été aussi une des étapes importantes dans ce ASA Paterno, donc c'est ce travail-là par Sivaguru, parce qu'en fait, c'est aussi cet article-là, c'est un des exemples intéressants en intramoléculaire. Voici donc un exemple ici par Schindler, là aussi une application en synthèse totale au produit naturel, pour faire cette azétidine hydroxylée qui est présente dans cette famille de produits naturels. En fait, ce sont des molécules qui sont extraites d'éponges des mers du Vietnam avec un certain nombre d'activités. Donc globalement, l'étape clé, c'est la 2+2 ici, entre cet étherdénol, enfin ce vinyléther et cet oxyme. Et donc elle est complètement régiosélective et stéréosélective, en présence d'iridium comme photocatalyseur. Et après hydrogénolyse, on obtient 47% donc de ce produit. Donc ça reste quand même une approche assez intéressante pour former ces azétidines. Alors, Norrish, donc le voici, donc Ronald Norrish, professeur à Cambridge, prix Nobel en 1967, parce que c'est un des contributeurs sur la flash photolysis, et c'est aussi celui qui a proposé deux réactions qui sont la réaction de Norrish 1, qui est le clivage de ces cétones quand elles sont excitées pour former deux radicaux, et de la Norrish 2, qui est une autre excitation de la cétone ici, pour évoluer sur ce diradical. Mais en fait, ce qu'on passe ici, si vous reconnaissez, c'est que si on forme le diradical ici, donc carbone point O point, le O point va faire un transfert d'hydrogène 1,5, va prendre l'hydrogène ici, et donc d'où ce diradical. Okay, et maintenant, ce diradical a plusieurs voies d'évolution. Il peut soit fragmenter, donc ici on fragmente cette liaison simple et on obtient ces deux oléfines, ou on peut recombiner ces deux radicaux et former ces cyclobutanols. Bon, entre autres, parce que vous allez voir qu'on va montrer d'autres voies d'évolution possibles. Donc, ce qui va distinguer en fait ces deux réactions de Norrish, c'est la possibilité ou non de faire un transfert d'hydrogène 1,5. Si vous avez ça, vous allez plutôt avoir la Norrish 2, enfin une évolution type Norrish 2. Si vous n'avez pas de possibilité de transfert d'hydrogène, vous serez plutôt sur des Norrish 1. Sachant qu'on va voir qu'il y a quelques exemples où on a du transfert d'hydrogène mais qui n'est pas 1,5. Alors voilà les papiers historiques de Norrish. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que ces réactions paraissent plutôt dégradatives que constructives. Mais on va voir quand même qu'elles peuvent l'être. Mais c'est aussi ces fragmentations-là qui vont être intéressantes, notamment pour, et ça on le verra dans le prochain cours, pour faire des photoamorceurs de polymérisation. Ça engendre des radicaux qui vont pouvoir déclencher des photopolymérisations et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une chimie qui, sans jeu de mots, est très riche, même si, a priori, le nom ne l'indiquait pas. Et donc, voici
la Norwich 1 avec un petit peu plus de détails. Donc d'une façon générale, je vais peut-être aller assez rapidement là-dessus, mais vous allez, évidemment, si on fait le diradical ici, donc on va voir ces fragmentations et on a deux possibilités. Et globalement, d'une façon générale, ce qui va diriger la régiosélectivité du clivage, ça va être la stabilité du radical qui est formé. Donc on va en fait généralement former le radical le plus stable ici, donc par exemple ici. Alors celui-là, eh bien, lui, il peut faire beaucoup de choses, et souvent ce qui arrive, c'est la décarbonylation radicalaire se fait. En fait, un radical s'additionne facilement sur un CO, mais on peut aussi perdre un CO sur un radical acyle. Et dans ce cas-là, on a deux radicaux alkyles qui peuvent recombiner. On peut aussi perdre un hydrogène ici, soit c'est lui qui vient le prendre, par exemple. Et dans ce cas-là, on fait un cétène. Ce cétène est très électrophile, et donc s'il y a un nucléophile dans le milieu, il va pouvoir être piégé. Souvent, c'est le solvant qui va faire ça, le méthanol, et on va faire des esters. Et on peut hydrogéner évidemment les deux partenaires. Donc là, typiquement, lui a servi à hydrogéner lui. Donc voilà. Donc on peut quand même avoir des mélanges assez complexes. Donc comme je vous dis, a priori, ça fait une réaction qui apparaît plutôt complexe que réellement constructive. Mais malgré tout, ça marche assez bien. Donc par exemple ici, en prenant cet méthylcétone, Norwich s'était rendu compte qu'on engendrait de l'éthylène et de ce formaldéhyde. Donc on forme ici le radical éthyle qui ensuite est hydrogéné. Donc il a mis aussi le montage ici, donc c'était sa lampe ici au mercure, les produits étaient là, ils se condensaient, en fait on les récupérait ici. C'est la littérature assez ancienne, mais c'est toujours rigolo de regarder ça. Alors, quelques réactions de Norwich variées. On en a déjà un petit peu parlé, comment la réactivité en solution ou en solid state peuvent être très différentes. Et c'est le cas ici, si on prend cette cétone ici dihydroxylée, en fait on va facilement enlever le CO et former deux types de dérivés cycliques ici, où les hydroxydes peuvent être soit en trans, soit en cis, et de façon non surprenante, si on va obtenir très très majoritairement le cis si on fait cette photochimie à l'état solide, parce que globalement, il n'y a pas le temps pour le diradical qui est formé d'avoir des rotations, et donc ça va se recombiner tout de suite. Par contre, si vous êtes en solution, vous allez avoir un mélange des deux diastéréoisomères cis et trans dans un mélange 1-1. Donc ça, c'est des travaux de Garcia-Garibay qui a beaucoup étudié ce genre de chimie à l'état solide, mais globalement, on peut avoir un très très bon contrôle donc, de la formation de ces cyclopentadiols. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est les évolutions possibles de la Norwich 1. Donc globalement, ici, on compare les énergies de liaison. Donc vous voyez que rompre un phényl sera particulièrement difficile, méthyle également, mais évidemment, plus c'est substitué, plus c'est facile. Et donc typiquement ici, si vous devez rompre au niveau, si vous voulez avoir un clivage, le clivage majoritaire que vous ferez, évidemment, il est ici. De la même façon, si vous avez cette cétone cyclique, majoritairement, votre clivage se fera ici, parce que c'est le radical le plus stable, et celui-ci a plusieurs voies d'évolution, donc on peut avoir une hydrogénation de ce radical. En fait, un hydrogène d'ici va sur l'aldéhyde et un hydrogène d'ici, dans ce cas-là, en fait, l'hydrogène d'ici va sur l'aldéhyde et ça fait la double liaison, ça fait ce produit-là. Ou inversement, l'hydrogène qui est ici va ici, et dans ce cas-là, on fait le cétène. Dans ce cas-là, ça fait la double liaison ici. Et donc ce cétène, après, comme je vous ai dit, peut être piégé par un nucléophile. Si on prend la cyclobutanone dans le méthanol, par exemple, on va obtenir tous ces produits, tout simplement parce que on a en fait la possibilité on a ça, on forme ça,
Et soit on perd le CO, et dans ce cas-là, on se retrouve avec un radical ici qui recombine pour former le cyclopropane. Soit on a un hydrogène qui est ici, vient ici. Et donc, ah oui, donc, ou alors on peut aussi avoir la rupture, excusez-moi. Là, dans ce cas-là, c'est la rupture. On va avoir cette rupture, on va former de l'éthylène et le cétène. Donc l'éthylène n'est pas marqué, mais bon, on va la voir. Et donc, le méthanol va s'additionner ici. Ou globalement, on peut avoir ce radical qui, en fait, s'additionne sur ce carbonyle. Et on va former ce carbène ici, qui lui-même fait une insertion dans l'oxygène, la liaison oxygène-hydrogène, enfin de l'alcool, dans l'alcool, pour obtenir donc, cet acétal. Donc voici des produits possibles. Alors celle qui est plus intéressante comme réaction, c'est ce qu'on appelle la Norrish-Yang, voilà, Norrish-Yang, pour former des cyclobutanols. Parce que globalement, dans ce cas-là, on recombine donc, ces deux radicaux pour former ça sans toutes les réactions de clivage. Et pour que cette formation de cyclobutanol ait lieu, il faut quand même une rotation et donc arriver dans une conformation qui n'est pas favorable puisque l'anti, elle, est favorable. Donc l'anti, elle, conduit au produit d'élimination, fragmentation et ainsi de suite, alors que celle de cyclisation n'est pas favorable. Et si vous êtes avec un radical qui est singulé, généralement vous arrêtez là, vous faites pas mal d'élimination, fragmentation. Si vous êtes un radical triplé, au contraire, vous donnez cet intermédiaire biradicalaire a le temps d'évoluer en conformation et donc de conduire à une conformation cyclisante pour former la Norrish-Yang. Donc là, c'est une réaction qui a été pas mal utilisée. Voici un exemple par Baran, qu'il a utilisé dans cette synthèse de ce stéroïde, la ouabaginine. Et donc, on a une Norrish-Yang ici, globalement. Alors, d'abord, il fait l'acétal, il protège cette cétone, et il arrive à exciter sélectivement celle-là, et on fait ce cyclobutanol. Alors ça, il le fait à l'état solide, hein, par contre à l'échelle du gramme, donc vous voyez, c'est quand même assez puissant. Et après, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a ces dérivés-là, après c'est intéressant de les ouvrir. Donc ça, c'était la structure Rx de ce dérivé-là. Il se trouve que la longueur de liaison ici, la A, qui veut cliver, est plus longue que la B, donc ce qui est plutôt a priori favorable. Toutefois, ils ont mis pas mal de temps avant de trouver des bonnes conditions pour faire ça. Et la meilleure qu'ils aient trouvée, c'est en fait de se mettre dans des conditions NIS. Donc on a une source de I+. Donc en fait, globalement, on fait un intermédiaire oxygène-iode qui est extrêmement labile photochimiquement et va en fait former un radical. On va former le radical O point ici, qui du coup fragmente du bon côté. Et puis le radical on fait vraiment ça. Hein. Donc, on forme ce radical ici, et puis lui, après, récupère un iode, puisque lui-même vient a priori de quelque chose comme ça, d'un hypoiodite. Voilà, donc ça c'est un exemple de Norrish-Yang, donc il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu vas en parler, David, de ça aujourd'hui. Mais donc voilà, donc un exemple du groupe de David et de Thomas Bodert qui est assez très élégant parce qu'en fait il permet de faire du Paterno-Bucci-Tia, qui est celui qui est assez compliqué quand même à faire. Il y avait quelques publications dans la littérature, mais ce n'est pas une réaction très très connue, en utilisant justement une Norrish 2, où donc l'idée c'est on part de ce type de dérivé,
On a le transfert 1,5. Et quand le radical est là, en fait, il fragmente et il libère ces thiones qui vont, elles, ensuite s'engager donc, dans une 2+2 photochimique pour former donc, ces thiaoxétanes. Et donc, globalement, la réaction s'est montrée très régiosélective, par ailleurs, et avec des bons rendements. Et donc, là, c'est vraiment 2 en 1. On utilise la chimie à la fois pour libérer un précurseur qui lui-même réagit de façon photochimique, donc 2 étapes photochimiques en une seule séquence pour former des molécules qui seraient particulièrement difficiles de faire autrement. Et donc, cette photochimie là, des thiones est un petit peu connue, mais a priori, c'est un état S2 qui est impliqué et qui explique aussi la régiosélectivité observée. Alors, je vous disais, donc, la Norich 2, principalement, transfère 1,5 à partir du radical au point. Mais ici, on a quelques exemples où on va faire des transferts un petit peu autres. Typiquement, ici, le haut point qu'on engendre va faire plutôt un transfert 1,6 et ça va recycliser derrière. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne fait pas un cyclobutanol, mais on fait un cyclopentanol. Donc là, c'est un transfert d'hydrogène 1,6 à partir d'ici. Ou globalement, ici, on va faire un transfert d'hydrogène 1,4. Donc 1, 2, 3, 4. On va arracher l'hydrogène ici, puis ça se recombine pour former ces cyclopropandiols. Et puis, ce qu'a montré en fait donc ce groupe, c'est que évidemment ce méthyle, lui, est aussi très actif. D'ailleurs, on va voir des applications de ça. Donc ça donne ce produit, parce que globalement, on va faire le radical ici, qui va se recombiner avec le radical ici pour faire ce cyclobutanol. Donc là, c'est vraiment la Norich-Yang, on va dire classique. Et puis il y a aussi ce produit d'oxydation, parce qu'en fait, ces cyclopropanols diols ne sont pas très stables et visiblement se s'ouvrent pour aussi s'oxyder. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut aussi faire la Norich avec un transfert d'hydrogène potentiellement autre que le 1,5 s'il est activé. Et voici un bon exemple. Je m'arrêterai peut-être là d'ailleurs aujourd'hui, parce que je vois le temps qui file. C'est les transferts d'hydrogène, alors là, très 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 long, puisque là, on a un transfert d'hydrogène 1,16. Vous voyez, c'est a priori quelque chose qui est particulièrement éloigné. Donc c'est à Breslau. Breslau, c'est un peu vraiment le père de la chemical biology, donc qui était inspiré par toutes les réactions enzymatiques d'hydroxylation enzymatique sur les stéroïdes. Donc ici, par exemple, cette voie là pour la cortisone. Et donc, il rêvait de faire quelque chose de relativement bio-inspiré pour fonctionnaliser donc, des stéroïdes en utilisant une voie chimique de type Norich. Donc l'idée ici, c'est on prend des stéroïdes où on met ce bras ester avec une benzophénone qu'on irradie. La benzophénone va faire le diradical. Ce haut point ici a pas mal de... On verra que cette chimie ici des benzophénones est très, très viable, mais il est très réactif et va arracher sélectivement l'hydrogène qui est ici, en cette jonction de cycle. Et puis après, il y a une oxydation pour former donc, ce dérivé stéroïde fonctionnalisé. Alors, il a, dans cette étude, dans ce JAX, il a fait donc ces modèles. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de modélisation, mais c'est les modèles CPK en place, avec des boules et ainsi de suite. Mais en fait, qui, mine de rien, sont quand même donnent une très très bonne idée, évidemment, de la géométrie des molécules. Donc voilà le noyau de stéroïde, voici le bras ester ici. Et évidemment, le nombre de cas où ça a bien marché a été assez limité, puisqu'il a regardé la longueur du lien, et c'est celui-là qui donne le meilleur résultat. Oui, et donc j'ai aussi parlé de 2 autres cas de variation de la Norich 2. Ici, en fait, quand on excite ici ce carbonyle, on fait le transfert d'hydrogène à 5. Mais dans ce cas-là, on a un groupement partant ici comme de type de mésylase, pardon. Et donc, en fait, très facilement, on va avoir une élimination concertée d'acide méthane sulfonique et pour conduire à ce diradical et former ces cyclopropanes. Donc, en fait, c'est assez
intéressant de voir cette transformation qui n'était pas évidente. Et cet article de Wagner qui est intéressant, pas tellement synthétiquement, mais qui utilise la Norrish 2 là, comme un outil, comme une sonde pour de la cinétique. Donc l'idée ici, c'est que vous mettez des groupements X et vous voulez mesurer la cinétique de bêta-élimination de ce groupement X, sous la forme X point, quand vous avez un radical en bêta. Parce que vous savez, la bêta-élimination radicalaire, c'est particulier, c'est propre à un certain nombre de substituants. Donc il a regardé, il a mis un chlore ici, un brome, un iode, tous ces dérivés. Et donc il a comparé ces cinétiques. Alors effectivement, vous pouvez aussi avoir la fragmentation au milieu, mais c'est ce produit-là qui l'intéressait. Et donc il a pu classer les groupements partants. Comme vous le voyez, c'est l'iode qui est de loin le meilleur groupement partant. Si on met une vitesse relative de 1 au chlore, brome part mieux, I point part encore mieux. Après, les dérivés soufrés sont quand même généralement assez bons, sachant que les meilleurs, c'est les groupements sulfinyles. Notamment, dès que vous mettez des aryles aussi, ça accélère beaucoup. Les sulfones peuvent aussi être éliminés. Et donc, c'est des données qui sont assez utiles du coup, pour la chimie radicalaire et pour prévoir des réactions de bêta-élimination. Allez, encore ça, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc, et une autre très belle réaction, avec beaucoup d'applications, c'est de partir sur ces systèmes très particuliers où vous avez une cétone et un groupement ici en ortho, sur un noyau aromatique, puisque si vous faites le diradical, vous allez pouvoir engendrer, le diradical ici sur le carbonyle va pouvoir évoluer après transfert d'hydrogène 5 en diradical suivant, qui est en fait, si vous écrivez une structure limite, correspond à ces orthoquinodiméthanes, ces intermédiaires, et vous allez reconnaître qu'ici vous avez un diène de disaldaire qui est très réactif, puisqu'une fois qu'il fait la disaldaire, il va vouloir se réaromatiser très facilement. Donc si vous êtes en état singulé, vous allez respecter on va dire ces stéréochimies, vous allez obtenir cet intermédiaire-là, mais si vous êtes en état triplé, ce qui est quand même souvent le plus le cas, vous allez obtenir cela. Malgré tout, on peut utiliser ça. Donc voici une utilisation par Nicolaou, où globalement, il va pouvoir former ces dérivés polycycliques par cette séquence Norrish 2 disaldaire intramoléculaire. Donc il arrive à des produits naturels ici qui ont des propriétés antitumorales, en fait, ils utilisent isolés là aussi d'éponges marines en Nouvelle-Zélande. Et donc globalement, déjà il y a une première chose, c'est que la double liaison ici est isomérisable fortement, donc ça va conduire évidemment aux deux produits potentiels de disaldaire qui sont donc diastéréoisomères. Et après, globalement, donc, on fait le haut point ici, il va arracher l'hydrogène ici, on fait in situ donc, ce diène très réactif qui va s'engager dans la disaldaire intramoléculaire pour conduire soit ce produit-là, selon la stéréochimie du diénophile. Donc, ça permet quand même de faire des réactions. Si on vous demandait de faire ça à partir de ça, c'est pas si évident que ça, quoi. Mais le schéma rétrosynthétique est assez séduisant, quoi. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps court et on va faire une petite pause questions et puis après on va reprendre sur le séminaire. Donc est-ce qu'il y a des questions ?